Yo les gars, on se retrouve pour la review du jour. On commence avec une question de Victor qui me dit question méthode de travail. Tu avais mentionné il y a plus ou moins 15 jours la possibilité de montrer comment est-ce que je travaille mon jeu. Est-ce que c'est possible que je partage ça? J'ai déjà donné plusieurs pistes, etc. En fait, la seule manière de répondre à cette question sera toujours la même, c'est de le faire. Parce que des manières de travailler, il y en a plein. La vidéo dont justement je parlais, que je vais rendre disponible, où moi je travaille mon jeu, c'est pas réellement pour montrer une méthodologie de travail qui est nouvelle, qui est magique, qui est excellente. C'est surtout pour montrer l'importance de faire le travail. Actuellement, tous ceux qui écoutent cette vidéo, posez-vous la question, est-ce que vous avez un process de travail clair, spécifique, où à chaque fois que vous travaillez une main, vous avez un système de review, que vous passez minimum 1 heure à 2 heures sur la main, que vous posez des questions à des gens qui ont de l'expertise pour comprendre comment mieux jouer la main. Une fois que vous avez les réponses, que vous réfléchissez réellement à comment est-ce que ces réponses-là, je peux faire en sorte de les intégrer dans mon jeu, avec un process de check qui est une vérification 2 semaines plus tard de se dire ok, est-ce que ça j'ai bien pu l'appliquer dans mon jeu ou non, sinon comment est-ce que je peux optimiser la chose, si oui, très bien, dans ce cas-là faut ancrer ça à long terme, donc il faudra faire une revérif dans 3 mois pour s'assurer que cette compétence-là elle est toujours clean. En fait c'est juste ça, c'est pas quelque chose de complexe, mais c'est juste être intelligent et se dire ok, c'est être intelligent et discipliné. J'ai appris quelque chose, je vais l'utiliser. Parce que la réalité c'est que pour avoir review beaucoup de mains, j'ai review des milliers de mains, la plupart du temps, les joueurs, en fait, tu leur fais une review, puis 2 semaines après, t'as le même leak exactement. Mais en fait, quand je dis ça, c'est genre peut-être 95% des joueurs. C'est très rare, les joueurs qui sont assez méticuleux, et quand ils vont avoir une erreur spécifique dans leur jeu, ils vont réellement mettre quelque chose en place pour le travailler. C'est pour ça que j'aime pas trop répondre à des HH hors contexte spécifique, parce que souvent, ça sert à rien, en fait. Souvent, soit le joueur veut vraiment évoluer, et c'est utile, mais souvent, les mecs... Tu reviews leur HH, ils sont ok, cool, j'ai un feedback, go next, et il n'y a pas de process qui est mis en place, il n'y a rien qui est mis en place, et donc ça finit à répéter la même erreur. Voilà pour la réponse à ce niveau-là. Faut que tu aies en vrai, trouve ton propre système aussi. Moi je trouve que c'est sain d'avoir ses propres systèmes parce que ça permet d'avoir quelque chose qui nous parle et qui est adapté à nous. Donc voilà pour ta première question. Ensuite, identifier ses leaks. Online, c'est relativement facile d'identifier ses leaks via tracker et les stats ou programmes de LeakFind. Plus difficile en live, comment tu t'y prends, Imo? Je trouve que c'est plus facile en live d'identifier ses leaks que online. Parce que online, c'est difficile de comprendre pourquoi est-ce que tu fais pas d'argent. Si t'es stuck à 1 BB100, c'est compliqué, tu vois. Tu vas trouver des axes, tu vas... En spot vs fiche ça va être assez intuitif, mais en jeu vs reg, qu'est-ce qui fait que le field te barre? Ok, peut-être que le field overbluff certaines lines que tu fold, mais peut-être qu'aussi en fait cette line elle est underbluff, donc tu dois en même temps faire de l'étude de data, en même temps faire de l'étude de tes propres stats, parce que ça se trouve t'overfold, mais ça se trouve c'est une bonne chose d'overfold. Donc c'est vraiment complexe online d'aller faire des leakfind et de comprendre des axes, c'est possible mais c'est plus complexe. En live, il faut juste partir d'un principe simple, c'est que il n'y a aucun spot que tu optimises parfaitement. Et il faut comprendre c'est quoi les spots que tu optimises le moins. C'est quoi les spots où tu as les explos les moins clairs possibles. C'est quoi les spots où tu es les plus perdus. Et dans la mesure où tu es contre des joueurs nuls, mais en fait tu devrais gagner 80-90% des coups, tous tes spots de bluff y passent, tes spots de value tu sais comment extract bien la value. Et donc dès que tu te prends un bluff catch, en fait tu as un axe de travail. Parce que tu t'es fait bluff catch un spot où tu pensais que ça foldait, donc si le spot il se répète 2 fois, 3 fois, c'est que t'as pas le bon sizing, c'est que t'as pas la bonne stratégie, c'est que tu le fais pas avec la bonne image. Mais en fait, juste en pratiquant et en jouant, t'as toujours des axes d'évolution. Et personnellement, ce qui fait que je perf aussi bien en live, c'est surtout le fait que à chaque fois que je joue, en fait, je suis en apprentissage constant. J'ai pas un jeu qui est fixe. Si je vois par exemple que ce spot de bluff il passe plus, je vais comprendre pourquoi ce spot de bluff il passe plus, et je vais mettre un nouveau spot de bluff à la place dans cette même line, avec un différent sizing, avec une différente séquence de bêtes, pour justement aller améliorer ma FE. Mais en fait, tu vas jamais te retrouver dans une situation où t'as des spots à bosser et t'as des leaks. En fait, tout est un leak.
que ça soit tes spots de bluff, que ça soit tes spots de value, que ça soit tes spots en single rig spot, en multi-way pot, tu vas toujours avoir des leaks. Tout ce qui compte, c'est être le plus précis possible. Donc, je dirais que pour regarder les spots où tu as le plus de difficultés, regarde les spots que tu perds. Regarde les spots où tu n'arrives pas à prendre les spots en bluff. Regarde les spots où tu te retrouves à give up et à devoir perdre le pot. Parce que si tu te retrouves dans une situation où tu te retrouves à perdre le pot, c'est a priori que la line, c'était pas la mieux choisie. Et quand tu vas vraiment avoir un bon spot, prendre la bonne line, tu vas le sentir. Donc à chaque fois que tu prends pas, t'as pas la sensation que le spot il est ultra facile et que tu prends une line qui est ultra profitable, bah c'est que tu joues mal le spot. Moi perso, à chaque fois que je suis dans un spot et je suis en mode bon, qu'est-ce que je fais, je peux faire ça, allez je fais ça, bah je sais que la main je l'ai terriblement mal jouée. Voilà pour ta deuxième question. Ensuite il y a Morgan qui nous a envoyé une main. Il y a ma mates qui vient de passer. Ok. Alors la prise de notes elle est très bordélique bro, donc ça va pas être le plus facile à lire. Ok. Là déjà ce qui est intéressant dans ce qu'on voit ici, c'est que en fait il n'y a pas du tout de prise de notes sur l'adversaire. C'est beaucoup, on réfléchit, on est dans notre tête, mais en fait on n'imagine pas ce que l'adversaire va faire et comment est-ce qu'on va l'exploiter. Donc c'est vraiment un manque de thinking ici. Du coup au flop, je décide de bet big pour faire fold as dame, as valet son backdoor, et aussi les Broadway vont fold. Ici, gros problème, c'est que il fait un plan sur flop, mais il fait pas un plan sur multi-way. C'est quoi le plan à la turn? Qu'est-ce qu'on compte faire? Est-ce qu'on va mettre de barrel pour mettre de la pression et faire fold un certain type de main? Donc là, le thinking, il est pas assez établi. On manque de réfléchir à ce que l'adversaire va faire et comment est-ce qu'on crée des déséquilibres. On manque de... c'est quoi notre plan de jeu précisément? Et du coup, on joue un peu... ici, on check, ok. J'ai peur de trop strong dans ce second barrel. Pareil ici, c'est en fait là on peut pas prendre des bonnes décisions dans la mesure où c'est ça nos décisions. Comparativement, en fait c'est des décisions qui sont extrêmement instinctives alors qu'il n'y a pas forcément une expertise derrière. Ça serait un peu comme si je me dis est-ce que j'ai envie d'habiter aux États-Unis ou est-ce que j'ai envie d'habiter au Cambodge? Et je me dis le Cambodge il fait chaud, les États-Unis il fait chaud, Cambodge c'est moins cher, États-Unis c'est plus cher, je vais au Cambodge. Alors en fait c'est un peu ça en termes de prise de décision, c'est que là on prend quasiment zéro facteur, j'ai nuts, je rêve trop strong de barrel, j'ai là le droit d'avoir des 7x, je check pour le laisser bluff, mais ce qu'on veut comprendre c'est à quel point un vilain il va bluff, on va gagner, c'est quelle portion de sa range, ça va nous donner combien d'argent. Il peut avoir des 7x et des flushs, certes, mais ces 7x et des flushs, c'est quoi l'argent qu'on prend quand on check et c'est quoi l'argent qu'on prend quand on bet. Autre point, la partie, parce que là en fait on parle de deux parties de range, mais en fait il y a plein de parties de range. Il y a la partie des 8x, il y a la partie des overpairs, il y a la partie des mains qui ont des backdoor pig, genre par exemple roi dame off avec un pig, enfin il y a plein de groupes de mains. Le roi dame off, my bad, folderait sur ce size, probablement. En plus de ça, là on parle de lui laisser bluff, mais c'est quoi ces bluffs? C'est quoi les mains qu'il irait bluff ici? Enfin bref, en fait on se dit qu'on prend une décision intelligente parce que on met des choses sur le tapis, mais on omet plein d'informations. On ne calcule pas les informations qu'on a, et donc on a tout le package complet pour prendre de mauvaises décisions. Donc c'est impossible de prendre une décision comme ça, genre tu peux pas réfléchir comme ça. Et tu vois, ça en fait c'est un vrai carton rouge. Ça veut dire que tu t'es posé sur le spot, tu as pris le temps, tu as réfléchi, mais par contre tu es aligné avec le fait de prendre ta décision à partir de facteurs mais ultra useless. Et le problème c'est que dans toutes ces réflexions,
Mais en fait, il n'y a rien. Genre, c'est une réflexion qui est vide. Et c'est pour ça que je vous dis, les gars, mettez pas des parpaings, parce que, en fait, là, c'est des parpaings en plus qui sont inutiles, quoi. Là, dans tout ça, il n'y a aucune information qui est réellement intéressante. Il a beaucoup de mains que je peux value, comme 7-7, PP, nanana. On ne compte pas les combos. On n'estime pas ces combos-là, on va prendre combien d'argent. On n'estime pas notre équité. Enfin, genre, c'est un néant. Et donc, de cette manière-là, on peut juste pas prendre de décision. Donc, on est parti. On va continuer. Alicante, ok. Intéressant. On limp raise qui est clean. Je te partage ce spot que j'ai joué. La table qui joue est relativement passive. Ben espagnol, FGS. Ok. Les gars, mettez ça à la ligne comme ça, c'est mieux, c'est pareil. Ok, ici la range déjà, elle est quand même mieux détaillée. Là, il y a un plan de jeu, donc c'est bien. Mais maintenant, en fait, ce qui me dérange, c'est que mais y avait-il une line me permettant de mieux dispatcher sa range de manière à pouvoir bluffer facilement avec. Là, effectivement, on ne sait pas pourquoi on prend cette line plutôt qu'une autre. Donc je vais juste relire ta note, parce que ta note elle est très bordélique, 6699, As Valet, As en fréquence. J'ai pris l'option de c-bet 1 tiers. Le problème ici c'est que on parle pas de l'adversaire. Moi je sais pas en fait la line, quelle est la line la meilleure. Si j'ai pas d'infos sur l'adversaire, j'en sais rien. Est-ce que le mec il bet ses draws? Parce que tu vois, admettons le mec il bet roi dame, roi valet, double paire plus, et le reste il check. Bah du coup je préfère check, le laisser check et faire all in turn. Je vais gagner plus d'argent. Du coup, tu vois, ça dépend des informations que tu as sur le joueur, quoi. Donc là en soi, c'est pour ça qu'il faut réfléchir à toutes les lines et se dire ok, on est dans un spot de bluff, on veut avoir le plus de FE possible. C'est quelle line qui va nous donner le plus de FE possible. Typiquement, moi c'est un spot que j'irai jamais bet personnellement. Je vais toujours les jouer en check call et sur des flushs qui hit. En fait, ce que je check call et sur tous les draws qui hit, sur les doublettes qui hit, sur flush qui hit, vilain il va fragiliser sa stratégie turn, il va check back, bet small la plupart de ses mains faibles, et donc je vais pouvoir probe all in river. Donc ça me permet que ici quand je check call sur une dame je suis assez clean, sur un as je suis assez clean, sur doublette du 10 si je check et qu'il check back je vais pouvoir bluff, et en fait dès qu'il va fragiliser sa stratégie à la turn je vais mettre de la pression. Donc voilà au niveau de la stratégie, mais encore une fois il y a plein de stratégies possibles et là on n'a pas du tout assez d'infos. On est encore dans quelque chose où c'est bien, il y a un plan de jeu, on dit pourquoi on va faire telle action, mais il y a vraiment un manque de réflexion profonde de se dire c'est quoi les erreurs de vilain, comment est-ce que je le déséquilibre au maximum. Et là en l'occurrence ce bet là je le trouve useless de ouf. Genre il nous apporte aucune information sur sa range, crée peu de déséquilibre, enfin je vois pas ce que ça crée. Check, ok. Du coup ici sa range elle est plutôt weak pair orienté, draw. Alors maintenant j'aimerais comprendre ton thinking river. Sur le 7 river qui blank, n'y a-t-il pas un monde où il fold un 10? Très probablement. Pareil, ici, il n'y a pas de calcul. On a de la showdown. Donc maintenant, on veut réfléchir à la chose suivante. Si on bet 805 dans 610, on a besoin qu'il fold combien de pourcents de sa range? Tac, t'as le pourcent. Tu mesures sa range, il y a combien de 10x, il y a combien de weak pair. Ces 10x, il va les call combien de pourcents du temps. Ces roi x, il en a combien en trap, on fait une petite estimation. Boum, ok, très bien. Il y a 60% de mains qui snap fold, il y a 50%, enfin, il y a 60% de mains qui snap fold, sur une proportion de 100%, il y a 60 qui snap fold, 20 qui mix, 20 qui snap call, et boum, du coup je sais que j'ai un bet qui est le plus. Mais là, encore une fois, il y a zéro calcul, il y a zéro réflexion. Genre, les
gars, vous pouvez pas prendre de décision au poker, de décision mathématique, dans la mesure où vous êtes en mode, bah, il y a ça qui fold, il y a ça qui call, je sais pas, overbet ça peut être cool, go overbet. Et à la limite, quand vous avez vraiment une grosse expertise, vous pouvez le faire parce que votre cerveau va beaucoup plus vite. Et vous avez tellement passé des heures et des heures et des heures à review des spots que vous calculez inconsciemment, instinctivement, très rapidement. Mais sans avoir fait le travail avant, c'est mort quoi. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Une main de Armand. Ok, on a bien un bon RAO, ça c'est clean. Donc en général, quand je commence à voir la main et que c'est RAO direct, c'est que la main elle va être plutôt bien jouée. En tout cas, le processus de réflexion va sûrement être clean. Donc c'est une main qui est mixée entre 3 bêtes et call, pas 3 bêtes et fold. Là pour le coup, faut que tu checkes tes ranges, mais on fold pas As-Dame suite et VS Open. Dans une config comme ça, jamais. Ensuite, adversaires. Les adversaires vont. Donc faut dire ce que tes adversaires vont faire dans une situation où tu 3 bêtes et dans une situation où tu call. Mais ok. Ah oui, c'est ça. Donc si tu call, ça va plus call et égal raise. Je pense que ça va beaucoup moins raise. Mais ok. Et si tu raise, ça va plus call et moins raise. Ok. Faire grossir le pot en position pour heads up. Dan, ok. Ok, vas-y, on va voir ce qui s'est passé. Je suis pas sûr d'avoir capté là. Ok. Donc dog call. Ici, check blind flop. Ok. Percussion flop, 53%, moyenne forte. Alors, est-ce que tu flop Z post? Enfin, les pourcentages, c'est des pourcentages que tu as flop Z. Ici, déjà, pourquoi est-ce qu'on check au flop? Pourquoi est-ce qu'on bête pas? Ensuite, clear value à la turn, check. Bah pour le coup, si tu fais un flop ZIA et que tu regardes la range qui te call en face, tu vas pas avoir un value bet. Ensuite, donc effectivement équité contre range, je check 52. Bah, là tu vois, t'as 52% d'équité, donc il n'y a pas un monde où t'as une value bet. Donc là, c'est juste... c'est dommage parce que le thinking commence bien, mais en fait, si tu relis ton thinking, bah genre ça a aucun sens, parce que tu parles de value bet alors que t'as 52% d'équité contre une range de check qui n'est même pas la range de call. Donc si tu regardes ton équité contre la range qui te call, c'est catastrophique. Donc c'est bien que tu suives les process, mais par contre, il faut aussi respecter les process et bah, pas value bet si t'as pas une équité qui est clean, quoi. Voilà les gars pour le retour. Je vous laisse envoyer des questions, envoyer des mains et surtout travailler ces réponses. Et on se retrouve pour la suite. Des bisous, ciao.